extrêmement fier d'accueillir Alain Damasio, non seulement comme feed pour Palo Alto, mais là comme auteur de fiction et comme amateur, comme moi, de Deleuze, et pas du tout pro, mais amateur. Et c'est à ce titre-là que j'ai voulu l'inviter pour qu'il essaye de nous parler en tant que, comme ça, de auteur de fiction, comment il se nourrit de Deleuze et comment son imagination est nourrie par Deleuze, en tout cas par les textes ou autres. Je te laisse la parole. Ok, ça marche, ouais. Je n'aime pas les gens qui disent d'une œuvre: jusque-là, ça va, mais ensuite, c'est mauvais, quoique ça redevienne intéressant plus tard. Il faut prendre l'œuvre tout entière, la suivre, sans la juger, en saisir les bifurcations, les piétinements, les avancements, les trouer, l'accepter, la recevoir tout entière. Sinon, on ne comprend rien. C'est une série. Si on ne forme pas une série, même complètement imaginaire, on est perdu. Fictif ou réel, animé ou inanimé, il faut fabriquer ses intercesseurs. Ce qui est essentiel, c'est les intercesseurs. La création, c'est les intercesseurs. Sans eux, il n'y a pas d'œuvre. Pour moi, ça a été, c'est toujours, et ça sera toujours ça, Deleuze. Mon intercesseur, mon interseigneur, ma saignée, mon compost. Alors, j'ai pas écrit de texte, je vous le dis, j'ai pas pu. Commenter Deleuze, c'est pas mon boulot, c'est pas mon art, c'est le vôtre ici. Moi, c'est pas comme ça que je travaille. Je travaille avec des bouts, je travaille avec du flou, des trous, et je les bouche après avec de l'imagination, avec de la création de monde. Je suis un amateur, comme disait Christophe, un amateur de Deleuze au sens fort, mais pas du tout un pro de sa pensée. Deleuze, je le lis pas, je le relis. Je relis les mêmes paragraphes soulignés au crayon de couleur. Alors il y a du jaune, il y a du rose, il y a du rouge selon la pensée, selon ce qui me touche. C'est les mêmes punchlines incroyables depuis 30 ans, je reviens dessus, je les connais par cœur. Je le relis et lui, en écho, il me relie au monde, il me relie au cosmos, aux artistes que j'ignorais, aux vivants, il me relie aux autres, aux sociétés, à l'anthropologie, à la socio, nomade, au capitalisme. Il me relie à moi-même à travers le jeu des 3 types de lignes. Je fais un paquet de nerfs et de lignes, et ça, je lui dois. Voilà, c'est une carte mentale, c'est une carte physique modeste que je vais vous faire parcourir en 20 minutes, une mind map, Gilles, un tissu que je déchire pour me faire un multiforme, un lichen qui me pousse dans le ventre, du mycélium dans les failles synaptiques. Ça m'habite et ça me dépollue le cerveau. Ça me l'ouvre et ça me le refend sans arrêt comme une bûche d'os. Ça me fait penser à Bachung. J'ai fait la saison dans cette boîte crânienne. Tes pensées, je les faisais miennes. T'accaparer seulement, t'accaparer. Alors j'ai écrit un medley, une sorte de cut-up, un road movie sur mon pick-up. Je ne suis pas des vôtres. Je suis éternellement de la race inférieure. Je suis une bête, un nègre. Les honnêtes gens disent qu'il ne faut pas fuir, que ce n'est pas bien, que c'est inefficace et qu'il faut travailler pour des réformes. Mais le révolutionnaire sait que la fuite est révolutionnaire à condition d'entraîner la nappe ou de faire fuir un bout du système. Deleuze, ça a été une rencontre avec quelqu'un que j'ai jamais vu en vrai, avec des cours sur cassette, avec sa voix de sable sur une carrosserie chaude, avec ses textes qui sont des lames qui coupent en deux des blocs de clichés, avec son génie hors norme. Personne de vivant, et je vous le dis franchement, ni la famille, ni les amis, ni les potes, ni les frères et sœurs, personne de vivant ne m'a plus aidé dans mon travail d'homme, dans mon travail d'écrivain, plus soutenu, plus transformé que ce drôle de type à chapeau de paille à qui j'ai pourtant jamais parlé. Et c'est très étrange d'avoir quelqu'un qui transforme, qui révolutionne ta vie, juste par des textes, par des bouquins. C'est la première chose qui m'a fait croire au livre, et peut-être qui m'a donné envie d'écrire. Mais qu'est-ce que c'est précisément une rencontre avec quelqu'un qu'on aime? Est-ce une rencontre avec quelqu'un ou avec des animaux qui viennent vous peupler? Ou avec des idées qui vous envahissent, avec des mouvements qui vous émeuvent, des sons qui vous traversent? Et comment séparer ces choses? Je peux parler de Foucault, raconter qu'il m'a dit ceci ou cela, détailler comme je le vois. Ce n'est rien tant que je n'aurais pas su rencontrer
réellement cet ensemble de sons martelés, de gestes décisifs, d'idées tout en bois sec et feu, d'attention extrême et de clôture soudaine, de rire et de sourire que l'on sent dangereux au moment même où l'on éprouve la tendresse. Cet ensemble comme unique combinaison dont le nom propre serait Foucault. Ça, c'est évidemment Deleuze qui parle toujours. Je peux parler de Deleuze de mon côté, raconter que j'ai lu ceci ou cela, détailler comme je le sens. Ce n'est rien tant que je n'aurais pas su rencontrer cet ensemble de concepts attaqués à la gorge, de voix qui mord, d'éclats rauques et de bonhomie subtile, d'idées tout en vent sec et feune. Cette prolifération de causes et de plateaux lavés par le vent, cette unique combinaison dont le nom propre serait Deleuze. J'ai 22 ans. J'attaque Nietzsche et la philosophie. Je pose le livre 3 mois après. Je sais que c'est fini. C'est fini, je pourrais plus supporter les forces réactives nulle part. Jamais. Rancœur, ressentiment, mauvaise conscience, jugement, culpabilité, idéal ascétique. Le vent deleuzo-nietzschéen a tout balayé, il ne reste rien que la joie, la beauté du combat, la volonté de puissance plutôt que le vouloir dominer, la double affirmation contre la double négation hegelienne, les forces actives, surtout les forces actives, et l'envie d'écrire à mon tour. Alors je commence La Zone du dehors, mon premier roman. J'ai fait une grande école de commerce, l'horreur, je lis l'anti-Oedipe, l'axiologie du capitalisme, sa triple immanence, sa capacité à repousser sans cesse ses limites, sa puissance terrible de déterritorialisation. Et là, je tombe sur post-scriptum sur les sociétés de contrôle. Là, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui. Franchement, lisez ça, c'est 5 pages. Ça m'a absolument retourné le cerveau. Ma vie bascule une seconde fois. Moi, j'en étais resté aux disciplines. Il n'y a pas besoin de science-fiction pour percevoir un mécanisme de contrôle qui donne à chaque instant la position d'un élément en milieu ouvert, animal dans une réserve, homme dans une entreprise, collier électronique. Félix Guattari imaginait une ville où chacun pouvait quitter son appartement, sa rue, son quartier, grâce à sa carte électronique individuelle, qui faisait lever telle ou telle barrière, mais aussi bien la carte pouvait être recrachée tel jour ou entre telles heures. Ce qui compte, c'est pas la barrière, mais l'ordinateur qui repère la position de chacun, licite ou illicite, et opère une modulation universelle. C'est clair qu'on n'a pas besoin de la science-fiction pour imaginer ça, mais la science-fiction, et je sais de quoi je parle, elle met ça en scène très bien, en récit, elle met ça en son et en forme, elle le fait vivre et elle incarne concrètement la terreur à travers ses personnages. Donc cette idée, je l'ai reprise dans La Zone du dehors par les axes que j'ai choisis, je l'ai reprise dans Les Furtifs. Pour ceux qui l'ont lu, ville privatisée, forfait citoyen, forfait standard, vous avez accès à 50% des rues de la ville, des parcs, des squares. Forfait premium, vous avez accès à 70% de la ville. Et forfait privilège, vous avez accès à 100% de la ville, total cover. Vous êtes dans des parcs où il n'y a pas d'enfants. Enfin, il y a les vôtres, et ils se font chier. Et vous faites chier, mais vous avez la ville que vous méritez. Et ça, c'était parti évidemment de Deleuze. Les enfermements sont des moules et des moulages distincts, mais les contrôles sont une modulation, comme un moulage autodéformant qui changerait continuellement d'un instant à l'autre, ou comme un tamis dont les mailles changeraient d'un point à un autre. Réformer l'école, réformer l'industrie, l'hôpital, l'armée, la prison, mais chacun sait que ces institutions sont finies à plus ou moins longue échéance. Il s'agit seulement de gérer leur agonie et d'occuper les gens jusqu'à l'installation de nouvelles forces qui frappent à la porte. Ce sont les sociétés de contrôle qui sont en train de remplacer les sociétés disciplinaires. Contrôle, c'est le nom que Burroughs propose pour désigner le nouveau monstre. Donc j'en fais un roman, La Zone du dehors, l'histoire d'un groupe révolutionnaire, la Volt, qui se bat pour renverser une société de contrôle magnifique en 2084 sur un satellite de Saturne. Toute la population est sous credit scoring, donc 20 ans avant la Chine. Le clastre est un classement général de la population, tout est contrôlé jusqu'au tour du citoyen démocrate, où chacun peut tranquillement surveiller tous. Le panoptique a explosé en milieu ouvert. Je tente d'inventer un concept, la volution. Deleuze m'aide. Ce n'est pas le sommeil de la raison qui engendre les monstres, il dit, mais plutôt la rationalité vigilante et insomniaque. Sortir, c'est déjà fait. Ou bien on ne le fera jamais. Le succès d'une révolution ne réside qu'en elle-même, précisément dans les vibrations, les étreintes, les ouvertures qu'elle a données aux hommes au moment où elle se faisait.
et qui compose en soi un monument toujours en devenir, comme un tumulus auquel chaque nouveau voyageur apporte une pierre. La victoire d'une révolution est immanente. Et puis ce mantra pour tous les zadistes, pour tous les militants, pour tous les activistes, en boucle, on se le répète, je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais c'est la fin des dialogues avec Parnay. La question de l'avenir de la révolution est une mauvaise question parce que tant qu'on la pose, il y a autant de gens qui ne deviennent pas révolutionnaires. Et qu'elle est précisément faite pour ça, empêcher la question du devenir révolutionnaire des gens à tout niveau, à chaque endroit. La clé de la zone du dehors, c'est le dehors, évidemment. Ça vient encore de Deleuze, et ça vient de Deleuze analysant Bichat, métabolisant Foucault et Michaud, et courbant la ligne pour moi. Bichat proposait sans doute la première grande conception moderne de la mort, en la présentant comme violente, plurielle et coextensive à la vie. Au lieu d'en faire un point, comme les classiques, il en fait une ligne que nous ne cessons pas d'affronter, que nous franchissons dans les deux sens jusqu'au moment où elle se termine. C'est ça, l'affrontement avec la ligne du dehors. Oui, cette ligne est mortelle, trop violente et trop rapide, nous entraînant dans une atmosphère irrespirable. Elle détruit toute pensée comme la drogue à laquelle Michaud renonce. Elle n'est plus que délire ou folie, comme dans la monomanie du capitaine Ahab. Il faudrait à la fois franchir la ligne et la rendre vivable, praticable, pensable, en faire autant que possible et aussi longtemps que possible un art de vivre. Comment se sauver, se conserver tout en affrontant la ligne? C'est là qu'apparaît un thème fréquent chez Foucault. Il faut arriver à plier la ligne pour constituer une zone vivable où l'on peut se loger, affronter, prendre la pluie, respirer, bref, penser. Travailler la ligne pour arriver à vivre sur elle, avec elle, à faire de vie ou de mort. La ligne, elle ne cesse de se déplier à des vitesses folles et nous essayons de plier la ligne pour constituer les êtres lents que nous sommes. Et là, sans le savoir, je suis déjà en train de glisser vers la horde du contrevent. Je commence à avoir une trentaine d'années. Ce type de texte m'a complètement ouvert à quelque chose que j'avais pas senti. Et au commence, le roman, tu vois, l'exorde du roman, c'est comme ça. À l'origine, fut la vitesse, le pur mouvement furtif, le vent foudre. Puis, le cosmos décéléra, prit consistance et forme, jusqu'aux lenteurs habitables, jusqu'au vivant, jusqu'à vous. Bienvenue à toi, homo lento, homo legato, poussif, tresseur des vitesses. Donc là, vous voyez l'inspiration immédiate, directe de Deleuze. Et puis il y a ça, l'écriture n'a pas d'autre but, le vent. Même quand nous ne bougeons pas, des clés dans le vent pour me faire fuir l'esprit et fournir à mes pensées un courant d'arrière-cour. Dégager dans la vie ce qui peut être sauvé, ce qui se sauve tout seul à force de puissance et d'entêtement. Dégager dans l'événement ce qui ne se laisse pas épuiser par l'effectuation. Dégager dans le devenir ce qui ne se laisse pas fixer dans un terme. Bizarre écologie, tracer une ligne d'écriture, de musique ou de peinture. Ce sont des lanières agitées par le vent. Un peu d'air passe. Ainsi bruisse la horde du contrevent. Mon deuxième roman, une cosmogonie, main de l'air et du vent, 23 personnages qui remontent la terre entière face aux rafales infinies pour chercher quoi? L'origine? Non, pas l'origine, le combat immanent. Nous sommes faits de l'étoffe dont sont tissés les vents. Alors à cette époque, je ne lis plus que 1000 plateaux. Voilà, le plus grand livre de Deleuze et Guattari, peut-être le plus grand livre de philosophie de la fin du XXe siècle. C'est la claque absolue, l'ouragan conceptuel, la machine de guerre de la pensée qui crée. Je vais y passer 3 ans sur ce bouquin, tout le temps de l'écriture de la Horde, en fait, en Corse. Je m'isole à Nonza, dans le Cap Corse. J'ai juste ça, 1000 plateaux, c'est le livre de chevet, et j'essaye d'avancer le bouquin. La Horde n'est rien d'autre qu'une novélisation de 1000 plateaux, je l'ai dit souvent en interview, et c'est vrai. Tout part du mouvement métaphorisé par l'élément vent, l'élévant. Il y a le vent linéaire qu'on affronte, et puis il y a le vent bouclé qu'on habite, celui des crônes et celui du vif, ce nœud de vent intime intérieur à chacun qui encapsule et fait circuler le plus puissant de notre force vitale. Un de mes chocs sur les 15 plateaux, évidemment, c'est la ritournelle, comme beaucoup. Et moi, je la comprends ainsi très simplement. La ritournelle, c'est la faculté à tenir dans le devenir par le revenir, à faire territoire dans l'éternel mouvement des choses,
à faire consister le monde quand tout flue pourtant absolument. 2006, j'ai 35 ans, sortir c'est déjà fait, ou bien on ne le fera jamais. Les lignes de fuite ne consistent jamais à fuir le monde, mais plutôt à le faire fuir comme on crève un tuyau. Et il n'y a pas de système social qui ne fuit par tous les bouts, même si ces segments ne cessent de se durcir pour colmater ces lignes de fuite. À chaque moment, qu'est-ce qui fuit dans une société? C'est sur les lignes de fuite qu'on invente des armes nouvelles pour les opposer aux grosses armes d'État. Il se peut que je fuis, mais tout au long de ma fuite, je cherche une arme. C'est sur leurs lignes de fuite que les nomades balayaient tout sur leur passage et trouvaient de nouvelles armes qui frappaient le pharaon de stupeur. De toutes les lignes que nous distinguons, il se peut qu'un même groupe ou un même individu les présente à la fois, mais plus fréquemment, un individu fonctionne lui-même comme ligne de fuite. Il la crée plutôt qu'il ne la fuit. Il est lui-même l'arme vivante qu'il forge, plus qu'il ne s'en empare. Et ça, je crois que c'est vraiment la horde du contrevent. Mais ça me fait partir sur autre chose. 3e roman. J'ai fait 3 romans en 30 ans, donc c'est bien, ça, c'est assez facile à suivre. Et là, dans notre société de traces, on est au début des années 2005-2010, apparition des réseaux, société de traces, de surveillance numérique extrême, impossibilité d'échapper au contrôle et à l'archivage quotidien de nos vies par les réseaux. Et du coup, j'essaye d'inventer quelque chose, j'invente les furtifs. On est en 2010, ça va me prendre 10 ans d'aller au bout. Les furtifs, la fuite, fête animale, fantastique, la fuite, et l'angle mort comme lieu de vie, puisque c'est des animaux qui vivent à l'abri de la vision humaine, en tout cas qui savent se placer exactement dans l'angle mort de la vision humaine. C'est l'hybridation, c'est la composition avec l'environnement proche de ces animaux, c'est des chimères, c'est l'animal qui peint le monde sur soi et pas soi sur le monde. C'est le leurre, la clandestinité, l'anonymat, l'extraction hors du système mur blanc, trou noir, et une sorte de liberté à nouveau potentialisée au cœur même des sociétés de contrôle qui sont les nôtres. Il faut que chacun passe son chemin, dit Deleuze, mais en être capable, c'est difficile. Là, nous n'avons plus de secret, nous n'avons plus rien à cacher. C'est nous qui sommes devenus un secret. C'est nous qui sommes cachés, bien que tout ce que nous faisons, nous le fassions au grand jour et dans la lumière crue. Comment devenir imperceptible? L'imperceptible, caractère commun de la plus grande vitesse et de la plus grande lenteur. Alors, je commence à m'affirmer dans mon écriture. Je commence à avoir 20, 25 ans d'écriture et je lis toujours Deleuze et je me dis comment quelqu'un qui n'est pas un romancier comme lui peut pourtant m'apprendre plus et mieux que n'importe qui à devenir un meilleur romancier. Et il y a ces phrases clés encore, c'est des blocs. Je vous jette ces blocs, c'est comme un compost, c'est comme les épluchures de ma carte mentale qui m'ont aidé, moi, à me construire par Deleuze, grâce à Deleuze, à travers lui. Il a ce bloc, par exemple, que j'adore. L'écriture n'a jamais été la chose du capitalisme. Le capitalisme est profondément analphabète. La mort de l'écriture, c'est comme la mort de Dieu ou du Père. Il y a longtemps que c'est fait, bien que l'événement mette longtemps à nous parvenir et qu'il survive en nous le souvenir de signes disparus avec lesquels nous écrivons toujours. Saturer chaque atome, éliminer tout ce qui est déchet, mort et superfluité, tout ce qui colle à nos perceptions courantes et vécues, tout ce qui fait la nourriture du romancier médiocre. De garder que la saturation qui nous donne un percept, tout y mettre et cependant saturer. Pour avoir atteint le percept comme la source sacrée, pour avoir vu la vie dans le vivant ou le vivant dans le vécu, le romancier ou le peintre reviennent les yeux rouges, le souffle court. Ce sont des athlètes affectifs. Meilleure définition pour moi possible, non seulement du comédien, mais de l'écrivain. Voilà. Si vous écrivez, franchement, si vous êtes artiste aujourd'hui, vous êtes des athlètes affectifs. Et l'athlétisme affectif, c'est ce qui est le plus difficile à atteindre et à toucher. Un grand romancier est avant tout un artiste qui invente des affects inconnus ou méconnus et les fait venir au jour comme le devenir de ses personnages. Alors je vais partir sur mes textes aussi. C'est venu de très loin, ça, il en était sûr. Ça n'avait pas de portance, pas d'ampleur, comme un cri qui n'aurait eu que l'air mat pour se transmettre et que la moindre turbulence aurait dispersé, aurait effacé facilement. Mais c'était audible et rythmé.
savait toutes les inflexions d'une voix, la mélodie en tout cas, la mélopée aux ondes, sans qu'il puisse discerner si c'était tout à fait un chant ou juste une scansion, quelque chose d'enregistré ou pas, arabe, turc ou français, à la limite animal, voire mécanique à cause de la sensation de récurrence des fréquences. Surtout, ça s'interrompait parfois de longues secondes avant de reprendre et il était presque impossible de dire si son oreille ne prolongeait pas d'elle-même le bruit, ne le redépliait pas pour en assurer le continuum, ni même si le son ne provenait pas de plusieurs sources disjointes qui, combinées par la distance, généraient un effet phonique unique, lequel effet il avait la furieuse envie de supposer humain, une prière peut-être, une plainte, un vocero, bien que ça se rapprochât davantage de la litanie d'un muezzin ou d'un appel en plein vide comme le sien tout à l'heure, ou la réponse panique à cet appel. Naturellement, c'était flou et distordu, exaspérément flottant, suramplifié par l'attente et foutrement loin, trop loin, putain. Mais il était indiscutable que ça existait. Un mot, vous pouvez toujours le remplacer par un autre. Si celui-là ne vous plaît pas, ne vous convient pas, prenez-en un autre, mettez-en un autre à la place. Il n'y a pas de mots propres, il n'y a pas non plus de métaphore, il n'y a que des mots inexacts pour désigner quelque chose exactement. Je pouvais sentir le hochement de sa petite tête derrière moi. Beaucoup le manque. Alors, je venais passer quand je me rappelais de nous. Vous étiez pas tous les deux, alors ça m'a faisait bizarre. Nous faisions grisaille, comme pas avant. Maman, elle souriait fermée et papa, tu pleurais par l'oreille. La nuit, je venais des fois vous voir, mais j'avais plus de langue dans ma bouche pendant souvent, alors je faisais des bruits sous mon museau, ça vous faisait la peur. Je vous laissais pas, des fois j'ai mordi sous le lit, des fois je vous gardais dans le dormir. Tu nous regardais dormir. Proust dit, et c'est ultra célèbre, ultra fameux, les beaux livres sont écrits dans une sorte de langue étrangère. C'est la définition du style. Le style creuse des différences de potentiel entre lesquelles quelque chose peut passer, se passer, un éclair surgir qui va sortir du langage même et nous faire voir et penser ce qu'il restait dans l'ombre autour des mots. Entre une principale et une subordonnée, il doit y avoir une tension, une sorte de zigzag même et surtout quand la phrase a l'air toute droite. Tishka s'est mise à ronronner par la poitrine derrière nous, comme si ça la calmait ou que ça l'aidait à réfléchir. Finalement, elle a demandé « Papa et maman, est-ce que vous vous amourez ?» Si un créateur n'est pas pris à la gorge par un ensemble d'impossibilités, ce n'est pas un créateur. Un créateur est quelqu'un qui crée ses propres impossibilités et qui crée du possible en même temps. Comme McEnroe, c'est en se cognant la tête qu'on trouvera. Il faut limer le mur parce que si l'on n'a pas un ensemble d'impossibilités, on n'aura pas cette ligne de fuite, cette sortie qui constitue la création, cette puissance du faux qui constitue la vérité. Sahar a rigolé, soulagée, je crois, éblouissante dans son émotion. Oui, on s'amoure, mon chaton, on s'émeute ensemble, on s'ame-ours. On se marousse, on s'amorce, on s'erme, j'ai ajouté comme j'ai pu. J'adore trop vous voir tout papa m'amour dans le dehors, dans vous êtes blot. On n'écrit pas avec son moi, sa mémoire et ses maladies dans l'acte d'écrire et à la tentative de faire de la vie quelque chose de plus que personnel, de libérer la vie, ce qui l'emprisonne. On écrit toujours pour donner la vie. Le peintre ne peint pas sur une toile vierge, ni l'écrivain n'écrit sur une page blanche. Mais la page ou la toile sont déjà tellement couvertes de clichés préexistants, préétablis. Il faut d'abord effacer, nettoyer, laminer, même déchiqueter pour faire passer un courant d'air issu du chaos qui nous apporte la vision. Au milieu de la mansarde de bois clair sous l'abat-jour maintenant lumineux qui balance, Tishka est debout face à moi. Les boucles de ses cheveux sont d'un ambre liquide, elles semblent ruisseler vers le haut, une fontaine à l'envers en variant du blond d'orge au roux d'un écureuil. Ses yeux effilent une amande et au centre, ses prunelles balayent des teintes oscillantes de vert qui me ramènent des souvenirs de maquis retournés par la tramontane.
Ses joues, ses lèvres, son petit nez, tout son visage de pure splendeur sourit. Sa peau flue comme une eau calme et c'est tard soudain que je vois la même grâce simple, la même finesse des courbes, cette framboise écrasée, juste cueillie des lèvres sur des petits crocs d'un blanc de lait. Avec l'avidité panique d'un homme qui aurait attendu sa promise sa vie durant, je la regarde sans pouvoir me détacher d'elle, ses narines frémissent. Tu es beau, papa, quand tu es dans la regarde. Il faut écrire liquide ou gazeux justement parce que la perception et l'opinion ordinaires sont solides, géométriques. Car certainement ce n'est pas en composant des mots, en combinant des phrases, en utilisant des idées qu'un style se fait. Il faut ouvrir les mots, fendre les choses pour que se dégagent des vecteurs qui sont ceux de la terre. Le style alors a besoin de beaucoup de silence et de travail pour faire un tourbillon sur place, puis se lance comme une allumette que les enfants suivent dans l'eau du caniveau. Qu'à courir, papa, qu'à courir. C'est peut-être ça le secret, faire exister, non pas juger. Lawrence, et c'est le dernier bloc de Deleuze, tellement magique celui-là. Lawrence décrit ce que fait la poésie. Les hommes ne cessent pas de fabriquer une ombrelle qui les abrite, sous le dessous de laquelle ils tracent un firmament et écrivent leurs conventions, leurs opinions. Mais le poète, l'artiste, pratique une fente dans l'ombrelle. Il déchire même le firmament pour faire passer un peu du chaos libre et venteux et cadrer dans une brusque lumière une vision qui apparaît à travers la fente, jonquille de Wordsworth ou pomme de Cézanne, silhouette de Macbeth ou d'Achab. Alors suivent la foule des imitateurs qui ravaudent l'ombrelle avec une pièce qui ressemble vaguement à la vision et la foule des glossateurs qui remplissent la fente avec des opinions, communications. Il faudra toujours des autres artistes pour faire d'autres fentes, opérer les destructions nécessaires, peut-être de plus en plus grandes, et redonner ainsi à leurs prédécesseurs l'incommunicable nouveauté qu'on ne savait plus voir. Merci à vous. Je sais pas s'il y a quelque chose d'autre à dire derrière ça. L'avantage de Deleuze, c'est que tout est intéressant. Je vais dire une chose, c'est quoi là, moi je suis pas commentateur de Deleuze, évidemment, je peux pas travailler intellectuellement, philosophiquement Deleuze. Je voulais juste vous faire sentir ce qu'apporte un philosophe à un écrivain, ce qu'apporte un philosophe à un artiste. Là, je vous ai mélangé certains segments qui parfois sont de moi, mais la plupart de ce que vous avez entendu, c'est du Deleuze, du Deleuze pur jus. Mais c'est tellement dense, tellement puissant, tellement affectif aussi. Je sais pas si vous avez vu, on parle souvent des philosophes comme des porteurs de concepts, mais Deleuze le disait lui-même. Il y a toujours une aile philosophique et une aile non philosophique dans la compréhension de la philosophie. Et c'est cette aile, pour moi, non philosophique, c'est-à-dire affective, sensitive, sensorielle, sensuelle, qui, moi, me parle énormément. Vous avez vu, c'est des textes qui sont très chargés émotionnellement, en réalité. Et c'est à partir de ça qu'on peut créer, qu'on peut travailler. Et c'est pour ça que Deleuze est un tel support, à mon sens, pour les artistes et les créateurs, parce que cette aile non conceptuelle, elle est extrêmement ample et elle aide énormément, en tout cas, moi, elle m'a énormément aidé à travailler, à approfondir, à m'inspirer. Donc, vous avez eu un medley, voilà, je me suis dit, je vais faire un medley. J'ai fait un medley de citations, donc c'est très facile à faire de certaines façons, mais ça permet je pense, de traverser tous ces segments qui, moi, m'ont tellement porté, quoi, m'ont tellement aidé, ouais. Voilà. T'as tout dit. Vous voulez quand même poser une question, quelque chose, hein? De toute façon, on est un peu en retard, donc ouais, moi je veux bien. Il y a bien une petite question. Ah. Je me demandais si, du coup, vous vous intéressez aux commentateurs. De Deleuze, est-ce que ça vous intéresse ou est-ce que finalement vous restez simplement à une lecture affective de Deleuze?
Non, j'ai vraiment une rangée deleuzienne chez moi, dans lequel il y a les bouquins, et il y a aussi des commentaires. Voilà, j'ai dû avoir, je sais pas, 7-8 bouquins, effectivement, d'analyse, de commentaires qui permettent de creuser, quoi. Donc, de gens qui sont ici, hein, notamment. Donc, pour moi, je suis avec les stars du deleuzianisme, ouais, donc c'est cool. Mais oui, je lis et ça m'intéresse en plus, voilà. Ça me permet d'éclairer des segments. Et puis, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que, généralement, sur Deleuze, ceux qui travaillent sur lui arrivent avec des obliques, arrivent avec une créativité. C'est-à-dire, ils font comme disait lui-même Deleuze, quoi. C'est-à-dire, voilà, on fait des enfants dans le dos des penseurs. Et je trouve que beaucoup de commentateurs, en tout cas, beaucoup de gens qui travaillent sur Deleuze lui font aussi des enfants. Et donc, créer une fécondité à partir de ces concepts. Donc, c'est toujours intéressant de les lire. Des fois, je laisse tomber parce que ça m'intéresse pas ou que c'est trop, justement, universitaire. Mais des fois, ça m'ouvre d'autres choses. Ouais. Oui. Oui, je voulais juste vous dire que je sais pas si vous connaissez le premier disque de Eldon où Deleuze parle et donc le texte de Nietzsche, le très beau texte de Nietzsche. Et en fait, vous dites que vous avez écouté beaucoup de cassettes. Je vous fais une remarque, c'est une impression, c'est que vous avez quelque chose de la prosodie de Deleuze quand vous lisez. Et ça m'a frappé. Alors, je me suis demandé au début où j'avais entendu ce rythme finalement et cette manière un peu qu'avait Deleuze de traîner un peu comme si la phrase s'allongeait. Et puis évidemment, vous avez donné la réponse en vous écoutant. Je me suis dit oui, peut-être que ça vient de là. Voilà, c'était juste une petite note. Dans les blogs, j'aurais pu citer, il parle beaucoup du style de Deleuze et il dit les grands philosophes sont aussi de grands stylistes. Foucault, par exemple, enfin, si vous lisez Surveiller et punir, c'est tellement magnifiquement écrit que c'est une tuerie, quoi. Quand tu lis l'évolution créatrice de Bergson, c'est hallucinant le niveau d'écriture, tu vois. Et Deleuze, il le dit très bien, et pour moi, il parle de lui-même quand il dit, le style, c'est souvent les auteurs dont on dit ils n'ont pas de style. Tu sais, c'est quand tu lis Deleuze, t'as l'impression qu'il n'y a pas de style particulier, parce qu'il a une très grande sobriété dans l'écriture, etc. Et en fait, il y a des systèmes d'inflexion. Cette sobriété permet des inflexions et des montées affectives, parce que le style est relativement pur, relativement peu chargé par rapport à un Foucault, hein, qui va fonctionner avec des ternaires d'adjectifs très forts. Chez Deleuze, c'est très rare qu'ils mettent deux adjectifs, par exemple, pour décrire quelque chose. Souvent, c'est un seul adjectif, c'est-à-dire que il reste sur une ligne de très grande sobriété. Et pourtant, sa syntaxe, elle implique pour moi un certain rythme de lecture. Voilà. Pour moi, c'est très facile de lire du Deleuze parce que le mouvement du concept est parfaitement restitué par la syntaxe. Donc, tu suis le mouvement du concept, tu suis la syntaxe, c'est évident de la façon, à mon sens, hein, moi, dont il faut le lire. Donc, il a tout défini, la partition, elle est déjà là. Et c'est une prosodie, c'est-à-dire que le mouvement du concept épouse vraiment, le style épouse vraiment le mouvement du concept. Il l'épouse par la syntaxe, pas par le lexique. Et c'est génial à lire. Moi, j'adore. Je me suis régalé hier, par exemple, à le faire parce que tu sais où sont les points et tu sens presque l'agressivité. Tu vois, j'aime pas le lire trop, alors que c'est très fluide, c'est parfois même mélancolique le style deleuzien. Et j'aime bien des fois rajouter une sorte d'agressivité nietzschéenne dedans parce qu'elle y est. Et quand on analyse la voix de Deleuze, quand il attaque le concept, il y a une morsure sur le concept. La voix change, elle part vers le rauque, elle part vers une voix tigrée presque. Tu vois, il y a un truc. Tout d'un coup, la voix s'ouvre et vient mordre le concept. On sent que la ligne de pensée, tout d'un coup, attaque un segment qui est fondamental pour lui et tu l'entends dans sa voix. Et c'est important, je trouve, de garder ça. Ouais. C'est dur de passer derrière. Mais dans ses cours aussi, d'ailleurs. Puis quand il a bien ménagé son effet, voilà. Voilà. C'est sans doute le plus grand prof de philo qui ait jamais existé. C'est pour ça, écoutez ses cours qui sont en ligne. Moi, ce qui est très sidérant sur Deleuze, c'est quand tu écoutes, tu prends un cours sur Spinoza, toi, il va te faire monter une première marche. Tu fais, ok, j'ai compris. Deuxième marche, tu fais, j'ai compris. Troisième marche. Et puis, au bout de 10 minutes, tu te retrouves à la 10e marche et tu regardes en dessous, il t'a monté extrêmement haut et il t'a donné
à chaque fois une marche accessible. Or, beaucoup de philosophes, je trouve, beaucoup de profs de philo, tout d'un coup, ils te font monter les 10 marches d'un coup. Donc, t'es décroché, tu comprends plus rien, t'arrives pas à suivre. Et Deleuze, c'est... On va reparler de l'anti-Oedipe, c'est ça? mais ça, c'est extraordinaire. C'est une qualité pédagogique qui est hallucinant, quoi. Tu vois, moi, je me rappelle la sortie de Mille Plateaux, il y avait un des commentaires que j'ai trouvé très juste sur Mille Plateaux. Le gars, il disait, c'est incroyable, parce que le livre est d'une créativité conceptuelle complètement dingue. C'est un des livres les plus durs à lire de Deleuze et Guattari. Et pourtant, il y a une volonté pédagogique constante dans ce bouquin, constante. Il veut toujours te transmettre, il y a une générosité, il veut te transmettre le concept, il essaie pas de te larguer, il essaie pas de frimer, etc. Il a cette pédagogie d'essayer de te transmettre tout le temps quelque chose. Et tu la sens, cette générosité, quand tu lis, et tu lui dis merci, quoi, ouais, merci de faire ce boulot. Merci à toi.